Honorable deuxième vice-président du Sénat, Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre du Portefeuille, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Évidemment, notre République est une et indivisible. Notre État est aussi un et indivisible. C'est donc au nom de ces principes constitutionnels que j'ai accepté donc d'apporter ma contribution dans le cadre de présents états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Il m'a été donc demandé de vous entretenir sur la question de la gestion rationnelle des ressources humaines au sein des entreprises du portefeuille de l'État, du recrutement à la retraite, défis et perspectives. Tout d'abord, mes remerciements au ministre du Portefeuille pour son invitation à ces travaux et surtout pour ses efforts remarquables depuis son arrivée à la tête de ce ministère. Il faut le dire. Quels efforts démontrent clairement, conformément à la vision du président de la République, sa passion pour la renaissance des entreprises du portefeuille de l'État. Pour revenir sur la thématique qui m'a donc été confiée, elle m'a paru d'abord cruciale et je suis heureux de la présenter ces jours, d'autant plus qu'il s'agit en réalité d'une problématique essentielle dont les solutions à court, moyen et long terme doivent être à la hauteur des défis et des attentes. D'entre deux jeux, il faut dire que la thématique proposée est à situer dans le cadre global de la gouvernance de nos ressources humaines dans le secteur public, et ce, à tous les niveaux d'exercice du pouvoir d'État. Il n'est un secret pour personne que les défis majeurs que doit relever l'État congolais dans son secteur public est tout d'abord celui de l'amélioration de la gestion donc de ressources humaines. Nous avons donc l'obligation de réussir. Dans cette optique, l'État, de manière générale, doit apprendre à mettre l'homme au centre de toute sa politique. Ma conviction personnelle et mon expérience à la tête de la fonction publique m'ont toujours certifié que l'agent ou l'employé n'est pas à considérer à tout prix comme une charge, mais plutôt comme une chance, mais aussi surtout un véritable acteur de production, une ressource en laquelle il faut investir afin d'espérer de réaliser les résultats escomptés. Mais le constat à ce qui concerne les employés du secteur public dans notre pays n'est pas encore totalement reluisant, quand bien même qu'il faut reconnaître les efforts fournis jusqu'ici par le gouvernement de la République et les progrès enregistrés à ce qui concerne les agents des carrières des services publics de l'État. Qu'il s'agisse du recrutement, du déroulement de la carrière ou du départ à la retraite, les défis à relever sont nombreux. L'État, et particulièrement les entreprises du portefeuille ou les établissements publics, doivent impérativement inverser la tendance. Partant de ces tableaux sombres, mon intervention sera axée autour de points saillants ci-après. D'abord, l'accès aux emplois dans les entreprises du portefeuille, entre pléthore et irrationalité. Deuxièmement, les défis à relever à propos du déroulement de la carrière. 3, les défis liés à l'équité dans la rémunération. Les disparités aussi bien au sein d'une entreprise qu'entre les entreprises évoluant
au sein d'un même secteur sont en effet légion. 4, les défis liés à l'instauration d'un climat de paix sociale. Enfin, 5, l'entreprise du portefeuille face à la problématique de la sécurité sociale. D'abord, en ce qui concerne l'accès aux emplois dans les entreprises du portefeuille, je l'ai dit, entre pléthore et irrationalité. Il faut souligner et les reconnaître. Il faut dire les choses comme elles sont. Les recrutements au sein des entreprises du portefeuille est souvent irrationnel et peu transparent. Je pense que ceux qui sont passés ici avant moi l'ont certainement souligné. Le recrutement s'est fait dans l'opacité la plus totale. Les offres sont rarement rendues publiques. Le recrutement se fait généralement sur base des accointances tribalo, ethnico, clanico, politico, familiales. Ce manque de transparence et de publicité des vacances de poste fait perdre aux plus méritants, la chance de servir leur pays au sein des entreprises et établissements publics. On le voit souvent, la politisation ne concerne pas seulement les dirigeants et même les agents. Il faut des partis politiques qui déversent leurs membres au sein des entreprises publiques de l'État, des batteurs de tam-tam et des cousins du village. Là, ça tue l'entreprise. Ça finit par tuer l'entreprise publique. Ce sont des vérités qui font mal, mais qui méritent d'être dites si l'on veut véritablement changer la situation. Les mandataires doivent faire la différence entre entreprises publiques et entreprises privées ou familiales. Dans les affaires publiques, les citoyens doivent être placés dans une situation d'égalité de droit, d'égalité des chances. Il y a lieu de rétablir l'égalité d'accès à ces emplois par la mise en place de mécanismes compétitifs, à l'instar de ce que nous avons déjà réussi à mettre en place pour l'accès dans l'administration publique, notamment à travers l'École nationale d'administration. Il faudrait aussi que, au sein de nos entreprises publiques, l'enfant d'une femme maraîchère, l'enfant d'un policier, d'un enseignant de l'école primaire puisse avoir les mêmes chances que celui d'un ministre, d'un DG, d'un haut gradé de l'armée et d'autres notables du pays. Plusieurs entreprises n'ont pas de cadres et structures organiques rationalisées, fixant des plafonds d'emploi. Plusieurs fonctionnent sans avoir une visibilité à long terme sur l'évolution de leurs besoins en ressources humaines. Celles qui ont des cadres organiques, elles ne le respectent pas. Elles sont presque toutes en sureffectif. L'absence d'un dispositif de suivi, j'allais donner même un exemple à ce propos. Il y a un rapport récent qui a révélé qu'en 2022, peut-être que la situation a changé dans l'entretemps avec les nouveaux dirigeants à l'ONATRA, un agent d'exécution, parce que je parlais des sureffectifs, un agent d'exécution était supervisé par 9 cadres. Une configuration inefficace qui alourdit la masse salariale tout en affectant la productivité. Je disais donc que l'absence d'un dispositif de suivi et d'encadrement des effectifs, nos entreprises du portefeuille de l'État doivent intégrer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La problématique de journaliers éternels, je les appelle comme ça, qui s'apparente un peu au phénomène nouvelles unités dans l'administration publique, lequel a longtemps plombé la gestion des ressources humaines. Parmi eux,
Il y a sûrement ceux qui vous diront avoir été dans le service, en tout cas dans l'entreprise, depuis 5, 10, 15, voire même 20 ans, toujours dans cette situation donc de précarité. Tout le monde qui se permet de recruter pour le compte de la structure, de l'entreprise, contribue donc comme ça à la faillite de cette entreprise. Ce n'est pas normal. Deuxièmement, durant le déroulement de la carrière, donc, les défis à relever sont également légion. Les entreprises ne disposent pas, pour la plupart des cas, de plans de carrière structurés et mieux coordonnés pour les agents. Plusieurs agents passent des carrières stationnaires, sans aucun avancement en grade, parfois durant plusieurs décennies, sans promotion, voire sans perspective de développement dans leur métier. Le plus souvent, les promotions, là aussi il faut les dire, sont accordées sur base subjective, en raison des connaissances, des relations politiques, religieuses, tribales ou familiales, et très rarement sur base des compétences professionnelles. Le système des retraites est bloqué depuis plusieurs décennies, empêchant le renouvellement des ressources grâce à un processus de rajeunissement compétitif et qualitatif. Seule la mort sépare les agents de leur poste de travail. En raison de la modicité des pensions de retraite, on a d'ailleurs tendance à comparer donc la retraite à une condamnation à mort, à l'instar de ce qui se passe dans l'administration publique. Les entreprises du portefeuille de l'État doivent donc mettre en place des politiques attractives de retraite basées sur la transparence, l'équité, l'égalité et la dignité. La précarité des carrières qui rend encore vulnérables les femmes dont les droits ne sont pas suffisamment protégés doit également attirer toute notre attention. Troisièmement, il y a les défis, je l'ai dit, liés à l'équité dans la rémunération. Les disparités, je l'ai dit, existent en effet aussi bien au sein d'une même entreprise qu'entre les entreprises donc évoluant au sein d'un même secteur d'activité. La rémunération est un élément clé de la stratégie de gestion d'une entreprise. Elle peut engendrer des graves frustrations et des tensions internes, affectant directement la performance de l'entreprise. Pour prospérer et rester compétitive, une entreprise doit pouvoir attirer et retenir des talents en offrant des conditions salariales plus confortables que celles de ses concurrents, notamment dans le secteur privé. Les entreprises du portefeuille, selon de nombreuses études, sont souvent déconnectées des réalités économiques du terrain. Leurs politiques salariales sont mal alignées sur la performance, ce qui génère des inégalités flagrantes. Cette situation est contradictoire avec les objectifs de productivité et de compétitivité. Comme l'a récemment souligné le ministre d'État, ministre du portefeuille, les grilles salariales des entreprises du portefeuille ne correspondent pas aux résultats obtenus. Je partage pleinement cette analyse en ajoutant que la politique des rémunérations est en contradiction avec le besoin de productivité. Les inégalités institutionnalisées placent les membres de la direction au sommet de l'échelle salariale, tandis que les ouvriers et cadres moyens, qui représentent la majorité du personnel, sont de loin sous-payés par rapport aux standards du secteur. Dans ces contextes globaux d'irrationalité de la gestion des ressources humaines, les difficultés en matière de rémunération deviennent également de plus en plus donc fréquentes. La différence de rémunération entre les mandataires et entre les différentes catégories d'agents est donc souvent source de nombreux conflits internes. C'est ici aussi l'occasion pour moi
d'encourager le ministre du portefeuille dans le cadre des réformes portées notamment par les décrets du 3 octobre 2024 qui visent à rétablir un certain équilibre, y compris en matière de rémunération des mandataires des établissements publics. Après, il y a les défis sur le point 4 liés à l'instauration d'un climat de paix sociale par le dialogue social. Notre démocratie n'est pas qu'une démocratie politique, elle est aussi une démocratie sociale. Dans le contexte de crise que traversent les entreprises publiques, où les revendications salariales sont croissantes, le principal levier pour maintenir la gouvernabilité de nos entreprises est l'instauration d'un dialogue social constructif, inclusif, fondé sur la transparence. Cela implique bien sûr des syndicalistes bien formés, conscients et patriotes, capables de comprendre les enjeux de la société et d'autre part, des dirigeants ouverts d'esprit, ouverts au dialogue et capables de recevoir des critiques constructives des représentants des employés. Il s'agit sur les rémunérations, par exemple, ensemble avec les syndicats, de clarifier la situation financière de l'entreprise et sa capacité à satisfaire les ambitions salariales exprimées par les employés, de définir les critères de rémunération réalistes et objectifs qui s'appliquent de manière équitable à l'ensemble des catégories professionnelles présentes dans l'entreprise. En outre, il serait pertinent de formaliser ces engagements dans des conventions collectives de performance signées entre la direction et les représentants syndicaux afin de renforcer l'engagement mutuel pour l'amélioration de la rémunération et de la productivité. L'absence de dialogue social constitue un facteur aggravant des tensions au sein des entreprises du portefeuille, créant ainsi parfois des mésententes violentes entre les comités de gestion et les syndicats. 5. Enfin, l'entreprise du portefeuille et la sécurité sociale des agents. On ne peut penser à une productivité des entreprises du portefeuille sans un système de sécurité sociale efficace en faveur des agents. Cette sécurité doit couvrir non seulement les risques auxquels le personnel sont confrontés en cours de carrière, notamment en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, mais également après les temps d'activité de travail. Il est important que les réformes en cours, visant notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, puissent se poursuivre et qu'un accent particulier soit mis sur la nécessité d'améliorer la qualité des prestations. Les grands défis à relever dans ces domaines demeurent la fluidification des départs à la retraite, parce que dans certaines entreprises, la retraite a été bloquée faute d'enveloppe, je l'ai dit ici tantôt, ou payer ceux qui ont déjà rempli donc les critères de départ. Il existe donc des centenaires qui sont encore en activité. Et la modicité des pensions de retraite, rendant la retraite peu attractive. Je l'ai dit aussi tantôt. En conclusion, je dirais qu'il est impérieux que nous puissions réformer en profondeur la gestion des ressources humaines dans les entreprises du portefeuille de l'État et même dans tous les établissements publics. Une gestion plus transparente, équitable et axée sur la performance et les résultats, combinés à, je l'ai dit, un dialogue social soutenu, ouvert, constructif, constitue indubitablement la voie vers une meilleure gouvernance et une amélioration significative de la productivité de ces entreprises stratégiques pour le développement de notre pays. L'égalité et la légalité doivent être au centre de la gestion publique. Les sanctions pour réprimer les violations, tout comme pour encourager les bonnes pratiques,
doivent être au rendez-vous aussi là de nos politiques publiques. Sinon, c'est le désordre total. Dans tout cela, il est impérieux que chaque structure de suivi et de contrôle puisse jouer pleinement son rôle. Je voudrais terminer par cette citation de Sénèque, que j'aime beaucoup, qui a dit un jour que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est bien parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors, Monsieur le ministre du Portefeuille, merci d'avoir osé. Je dis.